aujourd'hui un nouvel acteur de l'hydrogène dans le secteur aérien dans la ville rose de Toulouse. Il s'agit d'une société franco-américaine, Universal Hydrogène. Bonjour Pierre Farjounel, vous êtes le directeur général Europe de la société Universal Hydrogène. Vous êtes basé à Toulouse, vous êtes installé à l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Pouvez-vous vous présenter votre activité? Bonjour Marion Savoie. Donc avant tout, Universal Hydrogène, c'est une conviction. C'est la conviction que le changement climatique n'attend pas. C'est également une ambition et une vision de décarboner le secteur aérien. Donc c'est très ambitieux, mais nous développons des solutions technologiques qui permettent d'atteindre cet objectif d'ici 2025, puisque c'est la date de commercialisation de notre solution. Que développez-vous exactement? On développe différentes briques technologiques sur la chaîne de valeur. Donc on développe des solutions de stockage d'hydrogène, à la fois sur du gazeux et sur du liquide. Ensuite, on développe un schéma logistique optimisé pour distribuer l'hydrogène depuis ses points de production jusqu'aux zones d'usage. Et ensuite, on développe un rétrofit d'avions, notamment sur le régional à l'heure actuelle, qui vont permettre des vols 100% zéro émission. Donc, il s'agit en fait de capsules comme on a à côté de nous, où on vient les remplir d'hydrogène. Alors, est-ce que c'est de l'hydrogène plutôt gazeux, plutôt liquide? Donc, ce que vous avez derrière vous, c'est un module. Et dans ce module, il y aura des capsules de stockage. Nous travaillons sur les deux formats de stockage, gazeux et liquide, parce que chacun ont leurs avantages. Donc, le gazeux permet un schéma logistique assez simple. Le liquide permet plus d'autonomie au niveau de l'avion. En parlant d'autonomie, on peut faire combien de kilomètres avec l'avion qui est derrière nous, l'ATR par exemple? Alors, sur un ATR 72 avec deux modules, vous serez en capacité de faire 500 nautical miles. Ça fait à peu près 1000 km, ce qui correspond à 95% des usages actuels de l'ATR 72. On parlait de rétrofit tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est un positionnement que vous prenez de rétrofiter des avions de kérosène jusqu'à l'hydrogène, c'est ça? Pour l'instant, on travaille sur le rétrofit, mais notre solution est tout à fait applicable sur des solutions line fit, c'est-à-dire avec cette option-là mise sur le marché directement. On le fait pour aller plus vite, tout simplement. C'est-à-dire qu'on part d'un avion qui existe, on ne crée pas un nouvel avion, et ça nous permet de gagner un petit peu de temps. Donc, il y a quand même un temps incompressible. C'est pour ça qu'on propose une solution à partir de 2025, mais ça nous permet de gagner beaucoup de temps par rapport au développement d'un nouvel avion de zéro. Pierre, est-ce que l'hydrogène, c'est pour vous le meilleur vecteur énergétique pour décarboner le secteur aérien? Oui, l'hydrogène est vraiment un excellent vecteur énergétique. On se rend compte que c'est une densité énergétique incroyable, bien meilleure que celle du kérosène. En plus, c'est l'élément le plus léger de l'atmosphère. Donc, ça a des inconvénients, mais ça a aussi d'énormes avantages quand on fait de l'aviation. Le poids est toujours un facteur important. Donc voilà, on est convaincu que c'est en tout cas la seule solution pour atteindre les accords de Paris. Donc là, on a un ATR derrière nous, mais est-ce que vous ciblez d'autres types d'avions avec votre système? Donc pour l'instant, on commence par le marché du régional. Donc on cible deux avions, l'ATR 72 et le Dash 8 300. Mais évidemment, notre vocation étant de décarboner l'aviation, on veut s'attaquer derrière à des marchés beaucoup plus larges, comme le single aisle par exemple. Donc ça prendra un petit peu plus de temps. Et ensuite, le modèle qu'on propose est réplicable à d'autres types de secteurs. Donc on peut très bien envisager ce type de technologie sur du maritime, sur du camion, sur du train. Et voilà, pour l'instant, ce n'est pas la priorité. La priorité, ça reste le régional, mais c'est quelque chose qu'on peut envisager par la suite. Quels sont les enjeux les plus forts aujourd'hui, en tout cas plutôt les défis à relever dans toute la chaîne de valeur que vous allez proposer? Donc on a un défi énorme dans le sens où on est les premiers arrivés sur le marché. Donc il y a beaucoup de réglementations qui ne sont pas encore existantes. Donc il faut avancer aussi avec la vitesse des instances certificatrices ou des autorités certificatrices. Donc ça prend un peu de temps. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu d'intégration. Donc il y a pas mal de technologies qui sont existantes. On ne fait pas de R&D. Néanmoins, il faut intégrer ça dans un avion et ça n'a pas encore été fait. Donc on s'attelle à ça. Et ensuite, il y a un gros enjeu sur le coût de l'hydrogène. Et ça, c'est un sujet qui est particulièrement français. On se rend compte que le coût de l'hydrogène, pour l'instant, est pas vraiment compétitif en France quand on compare à nos amis, que ce soit aux États-Unis ou hors France. Donc voilà, il y a quelque chose à travailler sur le coût de l'hydrogène en France, qui est principalement tiré par le coût de l'énergie verte et qui est très élevé à l'heure actuelle sur le sol français. Quelle est la feuille de route là, on va dire à un horizon plutôt court terme? Là, vous travaillez sur ce rétrofit, il y a une intégration qui est en cours. Est-ce qu'il y a des essais prochains qui vont être faits? Oui, alors le court terme pour nous, c'est Q4, donc c'est maintenant jusqu'à la fin d'année. On va faire 3 démonstrations principalement. On va faire une démonstration sur le schéma logistique. Donc comment est-ce qu'on transporte une capsule sur la route? Ça, c'est une première question à laquelle il va falloir qu'on réponde cette fin d'année. La deuxième question importante, ce sera comment est-ce qu'on sort et on rentre les capsules et les modules de l'avion. Et ensuite, on aura un premier vol. Donc ça, c'est un événement majeur pour nous qui va se passer d'ici la fin d'année sur le Dash 8 aux États-Unis. Mais voilà, ce sont 3 démonstrations qui vont être faites à court terme. Et pour vous donner une perspective un peu plus long-termiste, on vise toujours une commercialisation de la solution d'ici 2025.
Donc on a nos premiers clients qui attendent leur solution pour 2025. Un avion comme celui-ci, en rétrofit, ça impacte, plusieurs éléments de l'avion. Qu'est-ce qui va changer entre l'avion d'avant et l'avion d'après hydrogène? Alors on essaie de faire en sorte qu'il y ait le moins de changements possible pour le passager, mais par contre effectivement l'avion va subir quelques modifications. Donc on reste dans le cadre de ce qu'on appelle un STC, Supplemental Type Certificate, c'est-à-dire que ce n'est pas une recertification complète de l'appareil. On fait ce qu'on appelle une Major Mode en avion, en aéronautique, pardon. Donc ce qu'on modifie, c'est la cabine. On réduit un petit peu la cabine et l'espace passager, donc on aura quand même plus de 50 places, 56 étant l'objectif. Ensuite, on fait une modification sur le système propulsif qui est très important. Évidemment, on remplace complètement la chaîne propulsive et on met une chaîne propulsive qui soit à 100% électrique, donc avec des piles à combustible, un moteur électrique. Et puis ensuite, c'est la distribution de l'hydrogène embarqué qui est importante. Et finalement, il faut trouver un endroit où mettre les capsules. Donc, ce sera à l'arrière de l'appareil. Et pour les mettre dans l'avion, on va devoir créer une porte à l'arrière de l'appareil. Donc, il y a également un petit travail à faire sur les portes. Donc aujourd'hui, avec un avion, à hydrogène rétrofité, on va avoir, le chargement, en hydrogène à l'arrière de l'aéronef. C'est ça, exactement. Donc, en fait, on va inverser un petit peu la configuration, j'ai envie de dire, atypique de l'ATR, qui a une porte cargo à l'avant et une porte passager à l'arrière. Donc là, on revient finalement dans une forme de normalité avec une porte cargo à l'arrière qui permettra de charger les modules et une porte passager qui sera, elle, à l'avant, comme c'est le cas dans la plupart des avions à l'heure actuelle. Votre projet, il est ambitieux, ça demande de la R&D, ça demande des travaux sur des avions, d'acheter des avions, il faut beaucoup de place. Donc aujourd'hui, comment vous financez, votre projet? Vous avez raison, le financement est quelque chose d'extrêmement important dans notre projet. Pour l'instant, on se repose sur des investissements privés. Donc, on a des investisseurs financiers purs, on a des investisseurs stratégiques, des industriels. Par exemple, Airbus Ventures, GE, Toyota, Mitsubishi font partie de nos investisseurs. On n'a pas encore sollicité d'aide d'État en Europe, mais c'est quelque chose qu'on souhaite faire évidemment. On a un petit sujet sur la temporalité de ces dossiers qui prennent malheureusement beaucoup de temps et on a le temps malheureusement qui joue en notre défaveur. Donc c'est le seul point sur lequel on doit encore travailler. Merci Pierre. Avec plaisir, Marion.